SHF Market, le site de référence de vente de jeunes chevaux et poneys de sport et d'élevage, vous présente l'émission Des jeux et débats. Bonsoir à tous, Des Jeux et Débats, c'est votre émission des Jeux équestres mondiaux. On est toujours en direct de Caen jusqu'à la fin de la semaine et encore pendant 1 heure ce soir sur Normandie TV et cavadeos.com et toujours avec Angèle Lobinia. Bonsoir Angèle. Bonsoir Mehdi. Alors ce soir, on a une très bonne nouvelle, 2 très bonnes nouvelles et une beaucoup moins bonne. On va d'abord commencer par les bonnes nouvelles et ça vient de se terminer du côté du Zénith. Et oui, et c'est en voltige, ça y est, la France a enfin décroché sa première médaille d'or. C'est grâce à Jacques Ferrari qui a réalisé un livre magnifique plein de poésie et il est juste devant Nicolas Andreani, médaille d'argent, et le troisième, le bronze, eh bien c'est un Allemand, Eric Hoz. Et on attend maintenant les équipes qui vont démarrer leur finale à 19h30. Ce sera jusqu'à 22h. Une autre médaille est possible aussi. La mauvaise nouvelle du jour, elle est tombée à la mi-journée avec un communiqué de la Fédération équestre internationale Calao des Mers. Le cheval de Maxime Livio, 5e du concours complet en individuel, a été contrôlé positif à un sédatif. On y reviendra un peu plus tard dans cette émission. On a contacté Maxime, on a également contacté la Fédération française d'équitation. Mais d'abord, parlons d'une autre très bonne nouvelle. Celle qui est arrivée hier, c'est la médaille d'argent que les cavaliers de saut d'obstacle ont obtenu dans le stade d'Ornano avec une foule en délire. C'est vrai, et nous avons avec nous l'un des meilleurs acteurs de cette médaille, c'est Patrice Delaveau. Il est meilleur français, 4e au provisoire. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Ça fait du bien ce petit jour off là, pour souffler après l'émotion? Oui, ça fait du bien de souffler un petit peu, de penser un petit peu à autre chose, bien qu'il faut rester concentré pour le reste de la compétition, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de bien de temps en temps de se sortir un petit peu de toute cette pression. Et on a un plateau de rêve ce soir, parce que alors, je ne sais pas combien on a de médailles au total autour de cette table. En tout cas, lui, eh bien, c'est le recordman des médailles aux Jeux équestres mondiaux. Eric Navet, bonsoir. Bonsoir. Alors Eric, il y a eu Stockholm avec 2 médailles d'or, il y a eu Rome en 98 avec une médaille d'argent par équipe, ensuite il y a eu Rérès avec 2 médailles, l'or par équipe et l'argent en individuel. Ça fait beaucoup tout ça. Vous avez oublié l'AE, mais c'est pas très grave. Pardon, l'argent par équipe aussi, c'est vrai, pardon. Voilà. Alors, ça fait du bien de revenir en Normandie? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et puis bon, c'est tellement exceptionnel d'avoir les Jeux équestres mondiaux ici chez nous en Normandie. Voilà, c'est quelque chose que j'aurais même pas imaginé en rêve, donc que ça ait lieu aujourd'hui, que ce soit réalisé, pour moi c'est vraiment extraordinaire. Et je me devais d'être là, bien évidemment. Et moi j'accueille l'acteur d'une médaille olympique, c'était Séoul 1988 avec un petit cheval zin dont tout le monde se souvient encore, on en a fait un film, c'est Pierre Durand. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors ces tribunes qui vibrent à Caen, ça vous a rappelé des souvenirs plein d'émotions? Moi je pense qu'à nous tous, lui était acteur donc forcément il les a vécues hier, ces émotions que l'on ressent. Moi j'ai surtout eu la chair de poule quand Pénélope Le Prévost est rentrée sur la piste avec une foule qui l'a acclamé, qui l'a soutenu d'une façon assez délirante. Et puis dès que le coup de sonnette du jury a retenti, c'est une véritable chape de silence et de plomb qui s'est abattue sur ce stade. Et là, on connaît tous cette situation-là et on se dit « Waouh, maintenant, il faut que j'assure ». Et franchement, je me suis mis à sa place. Donc on revit par procuration, quelques années après, les émotions que l'on a connues. Et en tout cas, ils ont assuré ces Français hier avec la pression. On va y revenir évidemment dans quelques instants. Je vous propose d'abord d'écouter toutes les réactions après la remise des médailles. Il y avait beaucoup d'émotions et on pense même déjà aux jours qui viennent. On écoute. On a montré aujourd'hui qu'on était une équipe solidaire. On n'était pas seulement 4, on était 5. On avait tout un peuple derrière nous. C'est sûr, comme je l'ai déjà dit 10 000 fois depuis qu'on est là, c'est difficile quand on rentre dans le stade parce que cette pression fait qu'on peut faire des choses un tout petit peu différentes de ce qu'on fait d'habitude. On est beaucoup moins serein, même si ces cavaliers ont beaucoup d'expérience.
Aujourd'hui, je suis fier qu'ils aient pu tenir la distance et qu'on ait été quand même à 2 doigts d'être champion du monde. On est satisfait, fier, il n'y a pas de mots pour qualifier ça, de pouvoir vivre ça ensemble, tous les 4. Je trouve que c'est un moment vraiment génial avec le public, avec nos propriétaires qui se sont déplacés, tous les proches qui ont regardé ça à la télé, qui étaient avec nous, même s'ils n'ont pas pu venir au stade. Donc non, on est évidemment super heureux. Oui, forcément un sentiment de plénitude et de joie intense. Voilà, là on est à chaud, on est encore, je ne sais pas si on réalise vraiment, mais en tout cas on est plus qu'heureux. C'était un travail d'équipe extraordinaire, c'était vraiment un plaisir de partager ça avec mes coéquipiers. Voilà, c'était en plus en France, à domicile, avec un public phénoménal. Une ambiance comme peut-être on n'a encore jamais vue ou peut-être qu'on vivra jamais avec tout le public qui était vraiment derrière nous. Et voilà, donc c'était extraordinaire. Moi, ma jument était vraiment magique, autant un peu intimidée les 2 premiers jours. Et là, c'est elle qui m'a sauvé la peau 2-3 fois. Non, elle était fantastique. Je crois qu'elle a pris un peu ses marques ici et que maintenant elle vole. Je savais qu'en rentrant en piste, même si je faisais une faute, on était encore sur le podium. Je ne savais pas si c'était bronze ou argent, donc déjà quelque part, ça m'enlevait aussi un petit peu de pression. Et après ma faute sur le numéro 3, là j'ai dit la route va être très longue parce que je sentais énormément de pression. Bon, je savais que de toute façon pour l'équipe on était dessus, mais il fallait aussi que je garde, que je ne sois pas trop décroché pour l'individuel. Et je suis très content parce que j'ai réussi à me contenir jusqu'à la fin, à ne pas trop me chauffer. Mon cheval m'a bien écouté jusqu'au bout. Et j'ai réussi à finir ce parcours avec seulement une faute. Et ce soir je suis 4e, je ne suis plus en tête, mais je suis 4e et j'ai un peu moins de pression. Mais bon, il va falloir remettre tout à zéro encore pour samedi parce que je pense que je n'ai pas vu les feuilles de résultats, mais on doit être au moins une vingtaine à pouvoir rentrer dans les 4. Donc rien n'est fait, il faut tout remettre à zéro et il faut continuer à se battre. Comment vous allez aborder l'épreuve de samedi? On en a marre de parler de l'épreuve de samedi, on a envie de profiter d'aujourd'hui. Et vous, Patrice, dites-nous un peu comment vous l'avez vécu l'ambiance de la médaille dans ce stade. C'était quelle émotion? C'est magique ce stade. Oui, c'est vrai, c'est très particulier. J'ai quand même fait beaucoup de concours, j'ai vu beaucoup de choses et à vrai dire, on n'a jamais ressenti cette émotion, cette pression que quand on rentre dans ce stade. En plus, c'est chez nous en Normandie. Moi, je suis normand. J'ai fait tous mes concours quand j'étais gamin à Caen. J'ai fait des championnats de Normandie cadets à Caen. Évidemment, je connais tout le monde me connaît, donc ça met quelque chose, un peu de stress, pas du stress, mais une pression supplémentaire. En plus, ça fait très longtemps que tous les jours, on parle de ça, les championnats du monde. Avec Kevin, on est dans les mêmes écuries. Tous les jours, on a un journaliste qui vient nous voir depuis 6 mois, un journaliste ou un appel, ou voilà. Donc, je disais à Kevin il y a une quinzaine de jours, j'ai hâte que ça commence parce que là, j'en ai vraiment marre. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de pression et c'est vrai que quand on rentre, mais bon, c'est aussi un petit peu notre job, c'est notre métier de pouvoir tenir cette pression et justement de nous donner au mieux, quand on ressent cette pression, ça nous donne quelque chose de supplémentaire pour se surpasser un peu. On vous a entendu parler déjà des jours à venir, alors que Kevin disait on en a marre de parler de samedi, on veut fêter ça. Est-ce que vous avez bien fait la fête? On a fait une bonne petite fête hier soir, oui. Tout le monde s'est bien lâché, ça a bien décompressé, ça fait quand même un petit peu de bien aussi de se bouger un petit peu, de sentir, et tout le monde était très content. Messieurs, vous avez gagné des médailles d'or aussi, pas en Normandie, pas en France. Est-ce que vous êtes un petit peu jaloux du coup de l'ambiance qu'il y avait hier pour cette équipe de France? Alors moi, en ce qui me concerne, je voudrais souligner le fait de jouer à domicile, comme ils l'ont fait tous les 4 hier, c'est quelque chose qui peut aider, mais c'est quelque chose qui peut surtout perturber. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une pression supplémentaire de jouer à domicile dans un stade comble comme celui d'hier, avec un public aussi chaleureux, participatif. Et ça peut augmenter la pression et ça peut rendre la tâche encore plus difficile. En 91, à la Baule, est-ce qu'il y avait cette ambiance-là déjà, quand vous étiez champion d'Europe? Oui, il y avait une très très forte ambiance, tout à fait. Bon, on est passé à côté par équipe de peu, puisqu'on a fini 4e. Oui. Moi, j'ai eu la chance de continuer l'individuel jusqu'au bout, et puis avec le résultat qu'on connaît. Alors, c'est sûr que moi, j'oublierai jamais, bon, pour l'anecdote, les quarts de Normands qui étaient descendus à la Baule, des quarts de supporters normands qui étaient descendus à la Baule, me sachant qualifié pour la finale. Et ça m'avait vraiment boosté, mais ça peut aussi apporter une pression supplémentaire. Donc vraiment, je tire mon chapeau aux 4 cavaliers d'hier qui ont su tenir cette pression malgré
malgré justement le fait que, à mon avis, c'était plus difficile que jouer loin de chez soi. Voilà, je voulais souligner ça. Pierre, vous, quel moment est impérissable de votre médaille ou peut-être d'une autre compétition? Un moment probablement similaire à celui qu'a connu hier Patrice à Stockholm, quand on est champion du monde par équipe. Je suis le dernier à partir et au moment où je pars pour le deuxième tour, nous sommes déjà champions du monde. Et je vois au paddock, je quitte le paddock, je vois tout le monde s'embrasser, se congratuler, etc. Et je n'avais qu'une seule envie, c'était de descendre de cheval et aller les rejoindre pour déjà, j'allais dire, goûter à ce bonheur d'être champion du monde. Et non, il fallait rentrer en piste et faire le parcours. Et ça a été un des parcours difficiles parce que compliqué de se concentrer. Bien sûr, on pense aussi à l'individuel, mais ce que l'on a surtout envie de faire, c'est de partager ce moment exaltant avec tous ses coéquipiers, l'entourage, propriétaire, etc., etc. Donc je comprends hier, d'ailleurs avant que tu rentres en piste, j'avais cette inquiétude pour toi, de me dire, il sait qu'ils sont sur le podium, pas champion du monde, mais sur le podium, donc c'est de nature à déconcentrer. La faute, hier, elle était en tout début de tour, même si on avait déjà la médaille autour du cou, ça a été difficile de terminer ce parcours? Oui, vraiment. Alors la faute n'a rien à voir avec un manque de concentration ou comme disait Pierre, parce que Philippe m'a pris dans un coin et quand on connaît Philippe, il me dit, tu sais, je ne sais pas si je devrais te le dire, mais ils disent qu'on est sur le podium. Donc il me le disait, mais sans vraiment, en me prévenant qu'il fallait que je reste concentré. Je dis, oui, non, mais t'inquiète pas, de toute façon, il faut que je joue l'individuel, donc ça ne changeait rien. Ça m'enlevait un peu de poids, parce que c'est quand même un poids pour l'équipe, quand on rentre en piste, se dire, oh, si je fais une faute, on n'est plus sur le podium. Donc quelque part, ça m'a enlevé un poids. Et ça n'a rien à voir avec la faute. La faute sur le numéro 3, je pense que je l'ai fait parce que j'assure trop. Je ne voulais pas faire 4 foulées en début de parcours avec mon cheval dans cette ligne. C'était 4 foulées un petit peu grandes et je ne voulais pas lui rentrer tout de suite, lui mettre trop de pression trop vite. Donc j'avais décidé, on avait tous discuté en entrée, je reste sur mes 5 foulées, sauf changement de programme. Et en fait, j'ai voulu trop assurer cette ligne. Alors j'aurais dû la monter tout à fait normalement et passer mes 5 foulées comme je fais d'habitude. Mais je pense que j'en ai un petit peu trop fait. Et ici, j'ai un problème avec Orion. Quand il rentre, il n'a pas du tout peur. Le bruit ne lui fait pas peur. Mais au moment de partir, quand la cloche sonne, le cheval n'est pas avec moi. Il reste sur ce qu'il a entendu. Et j'ai l'impression qu'il se fait tout petit et qu'il n'ose pas s'exprimer. Depuis le premier jour, j'ai ce sentiment. Et je pense qu'hier, j'ai manqué d'un petit peu d'énergie. Je voulais le numéro 2 tomber énormément. Je voulais garder mon cheval bien calme et bien droit pour assurer le numéro 2. Et après, j'aurais dû le motiver un petit peu plus. Et au contraire, j'ai voulu le calmer pour sauter ce numéro 3 tranquillement. Et je pense que je l'ai un petit peu endormi. Il fait cette faute bête qu'il ne fait jamais. Donc, mais c'est sûr qu'après la faute, j'ai eu un moment d'inquiétude parce qu'une faute au numéro 3, je savais que si je refaisais une faute, j'étais complètement largué en individuel. On gardait notre médaille par équipe, mais l'individuel, ça me mettait très loin. Et j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, j'ai essayé de rester bien calme jusqu'au bout pour pas aussi inquiéter le cheval, parce que c'est un cheval qui n'aime pas du tout toucher les barres et qui peut se chauffer un petit peu. Et en fait, après, on a fait un parcours vraiment, ok, j'ai 4 points, mais j'étais vraiment très à l'aise sur mon parcours et j'ai pris, pas du plaisir, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit du plaisir de monter là, mais j'ai fait vraiment un parcours, j'étais content de moi. Alors, beaucoup de lucidité, ça il en faut. Quand on arrive sur des pistes comme ça, je pense que vous l'avez tous connu, il n'y a pas le choix. Il faut avoir un cheval, un vrai guerrier qui a envie d'aller au bout aussi. Vous l'avez vécu ça tous les deux aussi? Moi je crois que le plus important évidemment c'est qu'il y ait une confiance mutuelle dans le couple. C'est-à-dire que le cheval ait totale confiance dans son cavalier, que le cavalier ait totale confiance dans son cheval. S'il y a le moindre doute qui apparaît à ce niveau-là, c'est mort. C'est vraiment, il faut qu'il y ait une confiance mutuelle très très importante. Et ça va encore au-delà de la technique. Bon, la technique, on en a besoin, il faut que tout soit précis, mais cette confiance, c'est le petit truc en plus qui peut faire la différence. Ouais. Pierre? Oui, non, je ne peux que confirmer ce que dit Eric. Il faut arriver avec des certitudes, surtout. Les chevaux n'aiment pas quand on doute sur leur dos. Donc on l'a vu hier d'ailleurs, ça a été bien illustré avec Pénélope qui nous dit « ma jument m'a sauvé 2 fois ». Je ne suis pas sûr qu'elle l'ait sauvée. Elle a su réagir sur l'instant à une mauvaise situation et en transmettant immédiatement une détermination à sa jument qui a produit l'effort parce qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle produise l'effort.
Et dans ces cas-là, les chevaux aiment bien, même si on les met dans une place, comme on dit, un peu difficile, mais si on va au bout de son choix, si on transmet cette conviction au cheval, il produit l'effort et il le fait. En tout cas, les Jeux mondiaux réussissent très bien à la France. Il y a une seule édition où on n'a pas de médaille en saut d'obstacle, ça a été Aix-la-Chapelle. Est-ce qu'il faut absolument être là aux Jeux mondiaux? Alors on sait qu'il y a les qualifications olympiques, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne loupe jamais, quasiment jamais cette échéance? Il y a un truc en plus? Il y a déjà une belle histoire d'amour qui a commencé aux Jeux équestres mondiaux de Stockholm, quand même. Hein. D'entrée de jeu, 2 titres mondiaux, individuels avec Eric, par équipe. Le regretté ami Hubert Bourdi, qui est 3e, quand même 2 cavaliers dans la finale tournante. Et on était 3 à être dans les 8 premiers. Donc voilà, il y a une belle histoire qui s'est engagée avec ces Jeux équestres mondiaux. Elle s'est poursuivie, sauf à Aix-la-Chapelle. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est vrai qu'on réussit globalement mieux sur les championnats du monde qu'on réussit aux Jeux olympiques. Vous avez une histoire de médaille en championnat du monde en commun aussi, et je crois bien c'était à Aix justement en 86. Oui. C'était avant les Jeux équestres mondiaux. Avant les Jeux équestres mondiaux. C'est quoi le moment fort que vous avez partagé tous les deux, ou vous étiez 4, j'imagine? Moi je m'en souviens du moment fort. Lui je pense aussi. Hein. Oui, il en était l'auteur. Est-ce que c'est le même? Il en était l'auteur et on va lui laisser raconter. Et d'ailleurs c'est lors de la première manche, je crois, deuxième manche du par équipe, où il y a eu une situation quasi comparable et qui m'a fait immédiatement penser à 1986. Ce n'était pas encore l'ère des Jeux équestres mondiaux, c'était les championnats du monde. Nous étions à Aix-la-Chapelle et il va raconter ce qui s'est passé. Donc à l'époque, c'était mes premiers jeux, j'avais 21 ans. Je montais la Ken qui était aussi très jeune, il avait simplement 9 ans je pense. On avait été l'année avant champion d'Europe jeune cavalier. Il me restait encore une année à faire en jeune cavalier. Patrick a dit cette année on n'est pas trop riche en chevaux, je te passe dans l'équipe senior. C'était au début de saison et on verra après par la suite. Et donc je suis rentré dans cette équipe déjà complètement par hasard. Déjà c'était à Rome, j'étais là en 5e. Et le matin de la Coupe des Nations, il y avait un cheval de l'équipe qui était Lafayette, que montait Michel Robert, le cheval était fiévreux. Donc on ne pouvait pas le faire sauter la Coupe des Nations. Et Patrick avait décidé de m'intégrer donc dans la Coupe des Nations qui s'était remarquablement bien passée, double sans faute je crois. Il n'y avait pas beaucoup de double sans faute et je faisais partie de cela. Et donc après toute la saison s'est très bien déroulée. Je me suis retrouvé au championnat du monde à Aix-la-Chapelle. Moi je n'avais jamais fait Aix-la-Chapelle, le cheval non plus d'ailleurs. Donc c'était aussi un peu une inquiétude au sein de l'équipe de France. Et personnel ou pas? Non, parce que moi, j'avais jamais été à Aix-la-Chapelle, donc j'avais toujours entendu dire Aix-la-Chapelle ceci, Aix-la-Chapelle cela, mais vous savez, quand on a 20 ans, moi, Aix-la-Chapelle ou Bouzoul-Tétu, pour moi, c'était la même chose. En plus, bon, j'avais la chance d'avoir dans mon équipe des cavaliers déjà très expérimentés qui étaient Pierre, Michel et Frédéric Cotier. Donc eux avaient déjà beaucoup de métiers et j'étais aussi bien conseillé par eux-mêmes. Donc bon, on avait commencé les championnats du monde, j'avais fait une chasse très moyenne, 2 ou 3 fautes. Enfin, j'étais un peu de toute façon largué dans le classement. Une première manche très moyenne aussi, je crois, 8 points, bon, sans grande prétention. On était un petit peu en ballottage, on se trouvait un peu entre la 5e et 7e place peut-être. Par équipe. Pierre était déjà lui en tête de l'individuel, il touchait pas une barre, Japlou volait au-dessus de tous les obstacles. Et donc moi je passais en numéro 3. Et on avait un très mauvais score qu'on devait éliminer, un 12 points, je ne sais plus, enfin 12 points ou 16 points, donc on était vraiment très mal barré. Je fais tout mon parcours avec une faute, j'avais une faute. Et j'arrive sur la dernière ligne qui était la grande rivière devant la tribune, qui était à l'époque très profonde. Il y avait déjà plusieurs chevaux qui avaient fait faute à l'eau et tombé, parce que dès qu'ils mettaient le pied dans l'eau, elle était trop profonde. Voilà, comme les chevaux butaient complètement et partaient carrément en panache. Il y en avait déjà eu plusieurs dans le week-end. Donc on finissait sur cette rivière et puis, je ne sais plus loin, un très gros vertical devant la porte, 6-7 foulées, je ne sais plus le nombre de foulées. Et j'arrive sur ma rivière, pourtant mon cheval sautait vraiment très bien les rivières. Évidemment, ce jour-là, je ne sais pas ce qui se passe, il saute très mal la rivière, il met les pieds dedans et à la réception, il se met complètement sur les genoux, il tombait. Il était la tête par terre, il était en train de tomber et le vertical arrivait.
Et moi j'étais là, assis droit dessus en me disant il va tomber, il va tomber, il va tomber. Et le vertical arrivait. Et puis ça aurait été maintenant, j'aurais tiré sur les rênes, j'aurais fait une volte et tout de suite pour pas tomber ou je serais déjà même tombé. À cette époque-là, à 20 ans, j'étais beaucoup moins souciant et je dis bon bah tu tombes. Ah non tu tombes pas, le vertical arrivait, je l'ai jeté j'étais à genoux devant le vertical, j'ai mis un grand coup d'éperon, il s'est relevé, comme c'était un chat, il a sauté le vertical comme ça, sans faute. Et donc je finis avec 4 ou 8 points, mais alors toutes les tribunes ont applaudi. Vous étiez un peu le héros du jour. Voilà, et en fait mon score a compté. Donc c'est grâce à ça qu'on a eu la médaille. Si j'avais eu le moindre réflexe de ne pas aller sauter le vertical ou de me dire oh là il s'est fait mal ou même moi-même d'être tombé, on n'aurait pas eu la médaille. Comme quoi, parfois on se surpasse aussi quand on monte en équipe. Vous avez gagné tous des médailles individuelles, des médailles par équipe. C'est quoi le plus beau? C'est la colle du jour. Ouais. C'est difficile. Disons, à mon avis, le plus difficile, c'est par équipe. C'est par équipe parce qu'on a la responsabilité de ne pas faire perdre l'équipe. Et ça, c'est très très lourd. En individuel, bon, si on se plante, c'est pour sa pomme. Je veux dire, bon, bah voilà, c'est dommage, c'est comme ça, c'est loupé, tout le monde est déçu. Mais faire perdre son équipe, je pense qu'il n'y a rien de pire. Donc, voilà. Moi, je partage mes plus grands moments de compétition, paradoxalement, c'est par équipe. C'est les Jeux de Séoul, la médaille de bronze, et ce sont les championnats du monde de Stockholm. Parce que quand on est titré à titre individuel, on ne peut pas partager ce moment de la même façon qu'on peut le partager lorsqu'on est par équipe. Il y a presque de l'indécence quand on est champion individuel, alors que les coéquipiers participaient aussi à cette compétition-là, d'exagérément la fêter parce qu'on les sait déçus, nous on exulte, alors qu'au moins par équipe, c'est parfaitement partagé. L'équipe s'est terminée avec cette médaille d'argent que tous les 4 et tous les 5, même tous les 6 d'ailleurs, avec Philippe Garda et Jérôme Murel, le réserviste, vous avez obtenu hier. On va parler aussi de l'individuel, bien sûr. Vous êtes 4e au provisoire. On va y revenir dans quelques instants. Eric, on va devoir vous libérer parce que je sais que vous avez beaucoup d'obligations. Vous reprofitez de la Normandie? Oui, une petite semaine en Normandie, retour à la maison, ça fait beaucoup de bien. Bon, vous vous baladez, vous allez voir des chevaux, vous allez en ramener en Normandie, aux États-Unis? C'est déjà le cas. Je suis venu le mois dernier. On a 3 chevaux qui partent mardi là, nous rejoindre en Californie. Et j'espère en faire acheter d'autres et continuer les contacts commerciaux entre la Californie et la Normandie. Bon, eh bien, bon retour en Californie après ces Jeux mondiaux. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on va quand même vous revoir rapidement et que vous n'allez pas nous oublier. Ce sera avec un grand plaisir. Merci. Allez, la deuxième partie d'émission dans quelques instants. Le temps de demander à Eric de sortir. Eh bien, je vais vous proposer de regarder un reportage avec la championne du monde de voltige. C'était aujourd'hui. Elle s'appelle Joanne Eccles et elle avait déjà gagné il y a 4 ans à Lexington. On demande toujours aux étrangers ce qu'ils pensent de ces Jeux mondiaux. Écoutez toute la famille Eccles. En tant que longeur, j'ai trouvé l'atmosphère incroyable. C'est assez électrique, mais c'est un sentiment très agréable quand on est en piste. Oui, c'est super, rien que de concourir là-dedans, c'est génial. Je ne pense pas que j'ai déjà été sur des Jeux mondiaux qui n'étaient pas spéciaux, mais ceux-là sont spéciaux à cause de la piste. Les gens sont très sympas, les écuries aussi bien sûr, tout est bien organisé et très facile d'accès. C'est une meilleure scène que la plupart des endroits où nous avons concouru. C'est incroyable, avec la lumière, quand vous êtes sur le cheval, vous ne voyez que vous-même et le cheval, vous ne faites qu'un. Même avant et après, vous emmagasinez tous les encouragements de la foule, leur enthousiasme, c'est renversant. C'est super d'être ici en famille, on s'entraîne ensemble, donc on peut répéter comme d'habitude. Je coach Anna et elle me coach. En tant que voltigeur, on peut échanger. Si je sens quelque chose, papa ou Anna peuvent le voir, on apprend l'un de l'autre. Alors venir sur une compétition comme celle-ci et faire aussi bien tous ensemble, c'est super. Oui, on s'amuse tellement à s'entraîner ensemble. Alors être capable de faire comme d'habitude, c'est vraiment spécial pour nous. Nous passons un très bon moment.
Pierre, Patrice, vous êtes toujours en plateau avec nous. Patrice, on a vu ces voltigeurs qui font les championnats en famille. Vous êtes papa de 2 filles. Vous avez fêté ça un petit peu avec votre famille hier soir aussi, ou c'était seulement les coéquipiers? Non, c'était seulement malheureusement les coéquipiers, les propriétaires et tout le staff. Sinon tout le monde est à la maison, il y a école aussi. Bah oui. Et avec nous aussi maintenant, eh bien, pas seulement un champion olympique en individuel, mais le champion olympique en titre, Steve Gerda. Steve, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de participer à l'émission pendant quelques temps. On va bientôt parler de l'individuel dans ces championnats du monde. Les débuts ont été un petit peu difficiles pour la Suisse, mais vous êtes toujours en course et on vous retrouve demain. Bah oui, je suis loin pour le moment au classement, mais au niveau points, c'est encore faisable. Il y a une toute petite chance, même si c'est assez improbable. Mais bon, j'ai envie d'essayer. Mon cheval est en forme et on a déjà vu tellement de choses se passer dans ce sport que j'ai pas envie de baisser les bras encore. Alors, avant justement qu'on parle des scores qui sont très très serrés jusqu'au 30e d'ailleurs, vous montez un cheval français, Nino des Buissonnets. Vous aussi, vous êtes très très applaudi dans ce stade. Comment est-ce que vous entrez dans ce stade comme ça, avec cette foule? Vous ressentez que le public vous accueille presque comme un Français? Ça, je sais pas, mais c'est vrai que c'est génial d'entrer dans un stade déjà avec les tribunes pleines et on comprend vite que c'est des connaisseurs pour la plupart. Et je crois que c'est ça qu'on attend des concours et on a envie de montrer notre sport comme ça. Et c'est vraiment un sentiment extraordinaire et une magnifique vitrine pour notre sport, ce qui se fait ici en Normandie. Alors les écarts de points, très très serrés, hein, après 3 tours. Patrice, vous êtes 4e, 4,08. À votre avis, ça va se jouer jusqu'à combien de points pour rentrer dans les 4 derniers? Je pense que demain c'est un autre concours, une autre épreuve qui commence. Il faut toutes les cartes vont être redistribuées demain. En plus avec la pression et tout ça, je pense qu'il y a au moins une vingtaine de cavaliers qui repartent quasiment à égalité. En plus ça va être 2 manches. Je pense que demain ça va être très gros. Donc je pense que il y a au moins une vingtaine de cavaliers qui ont leur chance de rentrer. 25. Pardon Steve. On va aller jusqu'à Steve. Vous y croyez Steve aussi? Une énorme remontée, c'est possible? Sinon je ne monterai pas parce que je ne vais pas monter pour me battre pour la 18e ou 19e place. Mais voilà, c'est possible. On a déjà vu beaucoup de choses arriver dans ce sport. On a déjà vu souvent des cavaliers entrer en finale à 4 avec 10 points ou un peu plus. Donc, j'en ai eu 9 pour le moment, donc j'espère bien y rentrer. Même si je sais qu'il faut quelques miracles. Il faudra rester à 9, on vous le souhaite évidemment. Pierre, c'est toujours très serré justement cette avant-dernière manche, cette demi-finale individuelle avant la finale à 4. À mon époque, c'est-à-dire au siècle dernier, c'était moins serré. C'était beaucoup moins serré. Ça se décantait assez vite. Et le dernier jour, on savait pratiquement dans les 10 meilleurs, voire même moins que ça, 5-6 meilleurs, quels allaient être ceux qui allaient disputer la finale tournante. C'est ce qui d'ailleurs est une évolution vraiment notable dans ce sport, que ce soit hier dans l'épreuve par équipe, où effectivement pour cette qualification, pour cette tournante en individuel, les scores sont vraiment infimes. Ce qui veut dire qu'effectivement à chaque moment, tout peut être remis en cause. Et vous vous attendez à des parcours vraiment très difficiles? Vos expériences, chacun de championnat du monde, de Jeux mondiaux, ça va crescendo? Le samedi, c'est la journée la plus difficile, Steve? Je ne suis pas sûr, non, parce que je trouve que pour le moment, ils ont vraiment été très intelligents, les chefs de piste, et je pense que, j'espère qu'ils vont continuer dans cette optique-là. C'est-à-dire, je pense qu'ils vont aussi prendre le facteur fatigue et effort en cause, et ils savent ce que les chevaux ont déjà dû faire jusqu'à maintenant, et par rapport à ce qu'ils ont fait jusqu'ici, je pense que ça va être des parcours évidemment difficiles. C'était déjà très difficile, je pense, hier, déjà la deuxième manche par équipe. C'était gros, c'était technique, c'était difficile. Mais je pense que demain, ça va rester dans cette catégorie-là et on va avoir beaucoup de 4 points, évidemment, mais aussi quelques sans faute. Et je ne pense pas que ça va complètement changer, disons, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Patrice, on s'attend à quoi du côté des Français, justement, pour les parcours de demain? Comme a dit Steve, on a eu vraiment jusqu'à présent des parcours très bien faits. C'était pas énorme, mais très technique, des fautes partout. Frédéric a fait vraiment du très très bon boulot. Moi personnellement, je pense que ça va être un peu plus gros demain. Maintenant, j'ai pas vu les plans, j'ai pas parlé à Frédéric, mais c'est mon idée. Maintenant, je ne sais pas, on verra demain.
Comment on aborde une telle épreuve? Aujourd'hui, c'était un jour off, aussi bien pour vos chevaux que pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait, Patrice? Moi, personnellement, j'ai dormi un petit peu ce matin. On s'est couché très tard cette nuit, donc ce matin, on a dormi un petit peu plus longtemps. J'ai monté mon cheval, il était 11h30. 11h30, je l'ai monté pendant 1 heure, j'ai beaucoup marché, j'ai fait un bon décrassage. Il était un tout petit peu rouillé début de travail, comme beaucoup je pense aujourd'hui. Par contre après il s'est très bien mis dans le travail et ses muscles se sont bien remis très souples et toniques assez rapidement. Steve, repos un peu ou boulot très tôt? Moi j'ai déjà pu me lever un peu plus tôt parce que j'avais beaucoup moins à fêter que Patrice et l'équipe de France hier. Donc je suis allé autour des 9h ce matin pour monter Nino. Je l'ai monté aussi une petite heure, la même chose, décrassage et juste un peu pour empêcher les courbatures. Et puis je l'ai remonté par contre une fois ce soir, juste avant de venir ici, parce que c'est un cheval qui a besoin de beaucoup bouger et il est assez fainéant en main. Donc je l'ai remonté, retravaillé un petit peu pour essayer justement qu'il y ait le moins de courbatures possible jusqu'à demain. Les journées sont longues dans ces championnats, même quand il y a des épreuves, hein, il y a de plus en plus de partants. Qu'est-ce qui est le pire finalement? C'est une journée où on attend avant de monter un peu tard ou c'est une journée où il faut attendre le lendemain? Comment est-ce qu'on gère ça, Pierre, quand on est compétiteur, justement une journée off au milieu d'un championnat? Il faut rester dedans mais aussi se relâcher? Il faut quand même toujours rester dedans. Enfin, je pense que chacun réagit en fonction de sa nature, de son caractère. Moi, je sais qu'il fallait que je reste très connecté quand même sur la compétition, y compris le jour du day off, enfin du jour de repos. Mais il fallait privilégier aussi le fait, à un moment donné, de lâcher prise. Donc généralement, moi j'en profitais toujours pour aller visiter les environs, après avoir monté mon cheval pour faire un travail de récupération. Hein, il faut favoriser la récupération. Et j'essayais de lâcher prise avec des amis en allant à Saint-Gall. Je me souviens pour les championnats d'Europe, j'étais allé sur le lac de Constance toute la journée. À Aix-la-Chapelle, on était allé se promener avec Frédéric Cottier et nos épouses à l'époque. Donc j'ai toujours, voilà, mais très vite quand même, et chaque minute, quand on est concerné, qu'on a l'objectif d'être dans la finale, voire d'être champion, on est quand même très branché, très connecté avec la compétition. Et c'est mieux. Steve, on pense déjà même à dimanche ou pas? Ouais, je crois que c'est dans la tête, évidemment. C'est toujours, quand on vient dans un championnat, on vient pour monter, pour être performant. Donc c'est ça l'objectif et c'est sûr que on s'y prépare depuis des mois ou des années. Donc c'est ancré quelque part dans la tête et je pense qu'on est assez professionnel pour penser à ça. Maintenant, on n'essaie non plus pas de penser qu'à ça et de se focaliser seulement là-dessus. Moi personnellement, je prends les choses comme elles viennent et si j'ai envie de faire autre chose, je fais autre chose. Mais c'était quand même, même si les journées étaient très longues, il y avait aussi beaucoup de moments intéressants avec beaucoup de bonnes équipes et le sport a été magnifique. Donc c'est une semaine où on est vraiment, disons, dans le milieu qu'on aime, avec les gens qu'on connaît bien et ça ne nous sort pas trop de l'ordinaire et des autres concours. Bon, alors je pense qu'il y a quelqu'un qui aimerait vous voir tous les deux aller au bout. C'est Philippe Garda, position évidemment un peu délicate, le père de Steve, le coach des Bleus, le sélectionneur des Bleus qui est très très investi avec cette équipe depuis qu'il est à ce poste. Il a un petit message pour vous justement et c'était hier soir. On écoute ? Même s'ils n'ont pas les 4 des chances de venir en finale, enfin dimanche, j'espère qu'il y en a un qui a une chance de venir. Donc Patrice, il a quand même une grande chance de pouvoir rentrer dedans. On va tout faire pour ça. Vous le savez tous, j'ai déjà coaché un champion du monde. Je me suis occupé, on était dans les mêmes conditions avec Philippe à Lexington. Et j'espère bien que l'histoire a une petite chance de se répéter. Alors la tournante, c'est donc dimanche, c'est un vaste débat. La tournante, a priori, les avis sont partagés. Certains en rêvent, d'autres pas du tout. Chacun votre avis? C'est l'épreuve préférée de Pierre. En tout cas, vous nous avez dit que c'était d'abord pour vous un rêve depuis que vous étiez petit. Oui, tout à fait. Moi, j'ai assisté vu beaucoup de championnats du monde à la télévision et assisté aussi en direct. Je trouve que c'est une épreuve qui est fantastique d'avoir la chance de monter les 4 meilleurs chevaux, les 3 meilleurs chevaux du moment. Je crois que pour beaucoup de cavaliers, c'est un rêve. Maintenant, c'est vrai que quand elle est là aujourd'hui en fin de semaine, les chevaux se sont tapés tout un championnat et remettre ça
le dernier jour, je pense que pour eux, c'est vraiment une épreuve extrêmement pénible pour eux. En face, je crois que la vie n'est pas tout à fait le même. On en a déjà parlé. Ouais. Déjà, je pense que ce n'est pas vraiment le meilleur moment pour en parler parce que c'est encore... maintenant, c'est un objectif pour nous. Je pense que c'est mieux d'en parler plutôt avant ou après. Mais pour résumer un peu mon avis, je pense que moi, il y a deux critères qui me dérangent un peu là-dedans. Le premier, c'est justement l'effort que les chevaux doivent fournir, où je pense que le spectacle est préféré au bien-être ou à la santé des chevaux. Je pense que c'est exagéré le nombre d'efforts que les chevaux vont devoir faire dans cette semaine. Et la deuxième chose qui me dérange un petit peu, presque plus encore, c'est que pour moi, ce n'est pas du tout là la réalité de notre sport. C'est un sport qui se gagne en couple, c'est un sport où le cavalier n'est rien sans son cheval et le cheval rien sans son cavalier. Et pour moi, on doit gagner à deux et les médailles devraient être distribuées le samedi soir. Et si les gens veulent s'amuser dimanche à prêter leurs chevaux, c'est quelque chose de différent. Ils peuvent faire ça à la maison, mais je pense que c'est le couple qui gagne et ça devrait être la même chose dans un championnat du monde. Vaste débat en tout cas et qui va certainement être encore d'actualité après ces Jeux mondiaux et notamment à la Fédération internationale. Pierre, vous êtes candidat à la présidence de la FEI, on l'a su avant ces Jeux mondiaux. Nous on connaît votre avis, alors j'imagine que si vous êtes élu président vous ne pourrez pas trancher tout seul. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous présenter à ce poste déjà ? Tout d'abord, moi je voudrais dire que je comprends parfaitement les deux. La position de Patrice qui a cette curiosité de vouloir découvrir d'autres chevaux que l'on admire souvent tout au long de la saison, de connaître leurs réactions, de savoir exactement ce qui se passe quand on est en piste avec eux. Donc je comprends cette curiosité. Je partage totalement, bien sûr, la position de Steve, mais ce n'est pas nouveau, puisque moi je suis un de ceux qui s'était élevé contre cette formule depuis déjà très longtemps, parce qu'elle a été excessivement cruelle avec moi. Avec Aix-la-Chapelle, je termine en tête sans avoir fait tomber une barre de 5 jours de compétition, et le lendemain, brassage de cartes, et vous partez à pied sorti du podium. Bon, donc ça, je l'ai vécu cruellement à titre personnel. Mais ce n'est pas pour autant que si demain je devais avoir des responsabilités à la Fédération équestre internationale, c'est pas ça qui vous a donné envie, justement. Non, que j'imposerais quoi que ce soit. Je constate simplement une chose, c'est qu'aujourd'hui, les esprits, quand même, sont mûrs pour s'interroger sur la pertinence de cette formule, et qui est maintenant davantage remise en cause par beaucoup, pas uniquement par Steve, mais par beaucoup. J'ai cru savoir, je ne sais pas si c'est vrai, parce que je ne suis plus si proche que ça du haut niveau, mais que les Anglais, notamment Nick Skelton, qui a pourtant fait une finale tournante à laquelle j'ai participé, ne voulait pas entendre parler de cette finale pour Big Star. Non, c'est vrai, il nous l'a dit. Je crois aussi un autre Anglais, je ne sais pas si c'est Ben Maher ou autre, enfin visiblement eux étaient assez hostiles à cette formule. Donc ce qui veut dire que quoi ? Les esprits maintenant ont intégré le fait que ces championnats ne puissent pas avoir forcément pour épilogue cette formule de la tournante, qui effectivement, sur bien des points que je ne développerai pas ici, n'est pas logique. On est dans un sport de couple. On n'est pas que dans un sport de couple. Hein. Qu'est-ce qu'on veut consacrer par un titre de champion du monde ? Uniquement celui qui est le meilleur pilote en piste, qui va au pied levé s'adapter le plus rapidement aux chevaux. Ce n'est pas ça le meilleur cavalier aujourd'hui. Le meilleur cavalier, c'est celui qui sait choisir son cheval, qui sait le dresser, qui sait l'entraîner, qui sait gérer son programme de compétition et qui va en plus savoir tirer le meilleur parti de lui en piste. Donc voilà toutes les qualités que doivent, et qui doit avoir aussi un mental de champion, j'oubliais, qui est déterminant dans ces moments-là. Donc en fait c'est ça le champion. Et il faudrait une formule qui consacre justement tous ces paramètres, il parlait de paramètres ou de critères, de la performance. Pour le reste, pour moi c'est du sport spectacle, c'est pas du sport vérité. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous présenter ici, à cette fédération ? Ce qui m'a donné envie, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, on m'a sollicité, dans des circonstances, il faut le reconnaître, assez exceptionnelles, puisque la princesse Aya de Jordanie, qui est présidente de la FEI et qui termine son 2e mandat, devait naturellement se présenter pour un 3e mandat. Donc, a priori, en dehors d'un ressortissant suisse, il n'y avait pas de candidat qui allait s'opposer, évidemment, à la princesse Aya, qui, de toute évidence, allait être réélue très confortablement.
Et puis le 13 août, eh bien, la dépêche est tombée comme quoi elle renonçait à son mandat pour des raisons qu'elle a expliquées et qui lui sont personnelles. Et d'un seul coup, on s'est retrouvé avec un vide. Personne ne voulait qu'il n'y ait qu'un seul candidat. Donc voilà, moi j'ai été sollicité à la fois sur le plan étranger, mais également par mon pays pour dire il y a une opportunité éventuellement de pouvoir jouer un rôle au niveau de la FEI et c'est maintenant qu'il faut s'engager parce que la clôture des candidatures était pour le 1er septembre. Donc il a fallu se décider très très vite. Combien de candidats ? Je crois qu'on est 5 ou 6. 5 ou 6, oui. Bon, mais je pense qu'en cours de route, là, il va y avoir des retraits de candidatures. Mais ceci dit, en soi, je trouve que c'est une très bonne chose, parce que c'est probablement dans l'histoire de la Fédération équestre internationale la première fois où le jeu, j'allais dire, démocratique du débat, d'idées, va pouvoir pleinement s'exprimer avec autant de candidats. Alors qu'avant, on était pratiquement adoubé par le précédent, et c'était plutôt une transmission monarchique que cette présidence de Fédération équestre internationale. Donc voilà, ce sont les circonstances. C'est aussi quand même un engagement très ancien de ma part dans le monde associatif. J'ai été président de la Fédération française d'équitation. Je me suis toujours battu, Patrice le sait très bien, sur le terrain et en dehors du terrain pour toujours faire progresser les choses, même quitte à engager parfois des sujets ou des débats qui fâchaient. Donc je suis au service de mon sport, j'aime toujours les chevaux, j'aime toujours ce sport, donc je suis disponible. Donc une campagne qui va commencer. Est-ce que, après les mondiaux, bien sûr, pour l'instant on pense d'abord aux mondiaux, est-ce que ce sont des sujets qui vous intéressent tous les deux? Est-ce que vous allez suivre cette campagne justement et écouter les arguments des uns et des autres? Pour ma part, oui, parce que je connais très bien Pierre, on a beaucoup monté en concours ensemble, donc c'est toujours plus intéressant de bien connaître la personne qui a un tel poste. Les autres candidats, je ne les connais pas, et même la princesse Aya, je la connaissais, mais j'avais pas beaucoup de relations. Steve, je pense que vous allez la suivre, cette campagne. Oui, oui, surtout que je pense que j'ai l'impression quelque part qu'on est dans un moment dans notre sport où beaucoup de choses peuvent être faites, mais ça peut partir d'un côté comme de l'autre, et c'est pour ça que j'espère vraiment que c'est les bonnes personnes qui seront en bonne place rapidement. Pour que ça parte du bon côté. Du bon côté. Oui, on est assez d'accord là-dessus, tous ici autour de cette table. Alors, un petit pronostic avant de vous libérer, tous les trois. Est-ce que vous êtes prêtés à ce jeu des pronostics pour savoir qui serait dans la finale dimanche? Vous pouvez en dire que 3, les deux, parce que bon... Vous d'abord. Il y en a deux qui paraissent intouchables, c'est Busy et Rolf, qui en plus de ça le méritent vraiment, même s'il y en a d'autres, mais bon, je pense qu'ils ne sont vraiment pas là par hasard, et ces deux cavaliers que j'aurais envie d'admirer aussi sur tous ces chevaux. Je pense que ce serait magnifique qu'un Français en fasse partie, et je pense que Patrice, avec son âge, ce serait le temps. Et bim. Non, mais voilà aussi Patrice, qui en plus je pense serait vraiment un favori parce qu'il a une telle capacité à s'adapter aux chevaux et une monte naturelle tellement surdouée que je pense que ce serait super aussi pour le sport et pour toute la région ici et pour l'organisation. Et puis si un petit Suisse pouvait s'incruster là-dedans, ce serait pas mal. Alors, Patrice? C'est vrai que Busy est un peu au-dessus du lot ce week-end. J'ai encore vu les vidéos, son cheval sauter cet après-midi à la télévision. Il survolait tous les obstacles. Rolf a fait un très très bon concours. Son cheval a un petit peu plus d'âge, pourra peut-être manquer un peu de fraîcheur demain. Je ne sais pas, je l'espère pas pour lui parce qu'il a fait un super concours depuis le début de la semaine. Et je sens aussi très bien Pénélope et sa jument très jeune, mais plein de fraîcheur pour être au mieux pour demain. Mieux que vous? On ne parle pas de soi, d'accord. Pierre, rapidement, les quatre? Bon, je vais rejoindre à peu près quand même leur pronostic, mais je vais vous donner quand même deux cavaliers que j'imagine voir aussi dans la finale, en dehors de Patrice, bien sûr, et de Rolf, Goran Bengtsson, que je trouve très fort en ce moment. Mais il y a Rodrigo qui pourrait très bien réintégrer les choses, et aussi Daniel Desseur quand même qui, à mon avis, hier a commis une faute qui est assez inhabituelle, mais il est plutôt quand même très régulier, et je pense qu'il est lui aussi évidemment aux portes de cette finale, non? Il y en a tellement, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, donc c'est plus ouvert que jamais. Ça va être bien.
Ça va être bien, le suspense jusqu'au bout. 2 tours demain avant cette finale à 4. Messieurs, on va vous laisser aller vous reposer, parce que demain il y a du boulot. Merci beaucoup, Steve, Patrice. Pierre Durand, merci beaucoup. Merci à vous. D'être passé sur notre plateau. Et nous, on va parler maintenant d'autres disciplines. Il va y avoir de l'attelage, on va revenir sur le concours complet, mais aussi sur la voltige. La voltige qui continue au Zénith. Ça a recommencé depuis 19h30 et jusqu'à 22h avec la finale par équipe. Et justement, on s'intéresse au plus jeune voltigeur de l'équipe de France, plus jeune athlète français de ces Jeux. Il s'appelle Robin, il a 13 ans. Et Marinaï a suivi sa maman, un peu stressée quand même depuis ce matin. Regarde. 9h du matin, le village des Jeux va ouvrir dans quelques minutes. Dans la file d'attente, Wiebke Kraus, la mère de Robin, 13 ans, le plus jeune voltigeur de l'équipe. C'est pour Robin, de l'eau. Je vais aller dans la Zénith pour avoir une bonne place, parce que si on ne vient pas assez tôt, quand les places ne sont pas réservées, je ne peux pas bien voir mon fils plus tard ou toutes les épreuves. Il est tellement grand, les Zéniths, et les places ne sont pas réservées, du coup, ça faut être assez tôt là pour avoir une bonne place. Rentrée scolaire oblige, Wiebke est venue seule pour soutenir son fils. Elle est contente quand je suis là. Elle était 2 semaines partie plutôt en stage, et quand je suis venue, elle était tout heureux quand il m'a vu. Et je crois que c'est très important pour eux de savoir qu'il y en a des parents derrière qui sont là, qui sont fiers de eux, qui le soutiennent surtout. À l'heure du déjeuner, elle rejoint les autres parents de voltigeurs. Elle n'a pas vu son fils de la journée. Oui, on attend beaucoup, c'est ça, oui. Toute la journée. Entre les entraînements et les séances de kinésithérapeute, le petit Robin n'a que quelques minutes pour voir sa mère. Je te ramener les goûters, parce que demain, à mon avis, on ne se verra plus. Et il y a un reportage sur toi. Tout ça? Oui. Ah oui, non mais bien sûr. Et gauche. L'après-midi, Wiebke va pouvoir profiter du spectacle des individuels avant que le stress ne commence à monter. Alors, nous allons maintenant parler d'attelage et pour cela, nous accueillons celui qui mène 8 meneurs pour l'équipe de France. Il s'agit de Félix Brasseur, entraîneur donc des Bleus. Bonsoir. Bonsoir. Alors une telle équipe, doit être formidable. L'ambiance est à son maximum avec tous ces meneurs autour de vous? L'ambiance est très bonne, on est ensemble depuis déjà un petit temps, puisqu'on est depuis 15 jours ensemble. Ça permet d'avoir enlevé quelques problèmes personnels, quelques problèmes humains pendant les 3 premiers jours. Et puis après, on s'attaquait aux problèmes des chevaux, à tous les nœuds, toutes les contractions. Et ça fonctionne très bien, l'équipe s'entend très bien. Ça fait beaucoup de meneurs, beaucoup de chevaux. On entend une petite pointe d'accent, puisqu'on rappelle que vous êtes originaire de Belgique, Félix. Double champion du monde et 3 fois vainqueur de la finale Coupe du Monde. Oui, tout à fait. Bon, ça fait 9 médailles en championnat du monde, mais toujours prêt encore à aller attaquer quelques grands défis. Et notamment avec l'équipe de France qui progresse. Tout à fait. On va revenir évidemment sur les 2 premières journées, celle du dressage, puisque demain ce sera le marathon, épreuve très disputée. Mais avec nous aussi sur ce plateau, le docteur vétérinaire Philippe Benoît. Bonsoir. Bonsoir. Vétérinaire FEI. Tout à fait. Alors avec vous, on va revenir justement sur tous les contrôles qui sont mis en place ici. On va expliquer un petit peu comment ça marche, parce que c'est aussi une très grosse machine. Et évidemment, vous êtes là aussi ce soir pour nous parler d'un cas, en tout cas, et savoir comment ça s'est passé, comment ça se contrôle. Le cas de Maxime Livio avec son cheval contrôlé positif, on le disait, qu'à la Haut des Mers. On va y revenir dans un instant. Juste un petit point sur la voltige, puisqu'on a quand même 2 médaillés, un médaille d'or, un médaille d'argent. Jacques Ferrari est en or, Nicolas Andréani en argent. Ils seront là demain avec nous. Et malheureusement, à cause des aléas du direct, on n'a pas pu avoir à temps l'interview de Jacques Ferrari à cause du protocole. Mais on a quand même réussi à avoir Nicolas Andréani. Écoutez-le. Je suis un showman dans l'âme, j'ai besoin de scène, j'ai besoin de rentrer et de sentir, et puis surtout d'exprimer des choses, quoi. Donc là, je suis hyper content d'avoir senti que le public répondait à ce que j'ai pu proposer. Autant hier sur le mime Marceau, j'ai senti tout le monde planer avec moi. Aujourd'hui, j'ai senti les emmener dans cette espèce de génie et folie que peut être Einstein. Donc je vais essayer de créer encore de nouveaux personnages et vous faire rêver pendant longtemps.
Alors Félix, les 2 journées de dressage viennent de se terminer. La France est 7e par équipe. Pouvez-vous nous faire un petit bilan des résultats de chacun et de l'équipe? Dans le bilan, il est assez simple. On attendait au départ la France plus loin dans le classement, puisqu'on a commencé les 2 dernières saisons en étant le nouveau team, la nouvelle équipe. Donc on était derrière et il y a quand même une quinzaine d'équipes. Donc on se retrouve 7e, le pas est important. Mais ce qui est encore plus sensationnel, c'est que tous les hommes se sont dépassés, ils sont tous améliorés de 5 points par rapport à leur concours de l'année. Ils ont fait leurs plus belles épreuves aujourd'hui et hier, et c'était le moment de le faire. Et ça, c'est sensationnel. Et sur 8 participants, on en a 6 qui se sont fortement améliorés et puis 2 qui ont fait ce qu'ils pouvaient avec 2-3 petits problèmes de chevaux. Donc la progression est sensationnelle et on l'entend de partout. On l'entend venir de tous les Français, on l'entend venir de ceux qui nous aiment bien évidemment, mais même surtout des autres. Et quand les ennemis disent qu'il y a une progression qui est grande, je crois que ça a quand même une certaine importance. Il y a une certaine stratégie à adopter dans votre discipline, puisqu'il y a 3 cavaliers dans l'équipe de France, on ne parle pas des individuels. Les 2 meilleurs scores de chaque test sont pris en compte à chaque fois. Aujourd'hui, Stéphane Chosnoux a bien rempli son contrat. Demain, on attend plutôt Thibaut Coudry et Benjamin sur le marathon, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Ça, c'est la stratégie du chef d'équipe et du sélectionneur. On le fait avec Quentin Simonet, on s'entend vraiment à merveille. On travaille, on se parle tous les jours depuis 2 ans, au moins 3 fois par jour au téléphone pour essayer d'ajuster le tir, pour savoir comment tout le monde se comporte. On est beaucoup avec les gars, on s'entend très bien. Moi, j'ai fait toute la compétition toute cette année avec eux, donc en me battant contre eux. Et ça, je crois qu'ils l'apprécient également. Parce que vous leur faites pas de cadeaux, j'espère. Jamais. Et je suis là pour les battre et ils le savent. Et je le referai encore après. Mais par contre, s'ils sont devant, je suis évidemment le plus heureux. Et ça, c'est un travail qui est exceptionnel. Et ce travail d'équipe est grandiose. Le marathon, c'est demain. Ça commence demain matin. Comment il est ce marathon ici, justement? Parce qu'on a un nouveau sol, on n'a pas encore vu les obstacles. On va peut-être voir des images si la régie a des illustrations à nous montrer. Comment il est ce marathon? C'est un parcours où les obstacles sont très jolis, ils sont construits très bien. Ils sont très fair-play pour les chevaux. Tous les piquets sont ronds, c'est bien construit, c'est en plus joli. C'est dans un cadre exceptionnel. C'est un peu moins technique que ce qu'on a déjà vu. On voit des images où on voit les portes sont un peu plus larges. Ça va aller vite, ça va aller très vite. Si c'est un peu moins technique, la vitesse peut donner également d'autres problèmes. Et quand on commence à aller vite, ça commence à avoir des pertes d'équilibre. Donc c'est aussi difficile. De toute manière, ce seront les meilleurs qui sont devant. Et il est moins technique, vous dites. Est-ce qu'il a d'autres particularités par rapport à ce que vous avez pu connaître avant qui vont le rendre peut-être difficile ou délicat à aborder? La vitesse va le rendre difficile. C'est un sol qui est très roulant. J'espère qu'il ne sera pas trop glissant. Je n'ai pas l'expérience du sol. J'ai entendu que ça ne glissait pas trop. Moi, j'ai peur qu'il y ait un peu quelques jetées de groom. Et parce que si les voitures glissent, quand les voitures vont toucher les piquets à l'extérieur, c'est le moment où on perd les grooms, mais c'est évidemment des pénalités. Et si on perd un groom, on est foutu dans le classement. J'espère qu'ils seront bien accrochés. Il faudrait les lier avec des sangles. Il n'y a pas moyen justement de les accrocher? Ça, c'est déjà fait, mais c'est quand on est le cul à terre et les pieds accrochés dans la voiture, ça peut être dangereux. Ouais. Donc maintenant d'ailleurs c'est interdit, même le meneur, avant on était ceinturé avec des sangles, on se tenait, mais quand on se retournait on était en dessous de la voiture. Donc maintenant on peut encore avoir une sangle qui tient, qui vient, et c'est le groom derrière qui tient la main de la sangle. Donc si on tombe, on est désanglé automatiquement. Mais le parcours sera, je pense, difficile par la vitesse qui va être utilisée dans les obstacles. Est-ce que c'est possible d'aller chatouiller les meilleurs? J'ai vu Benjamin Ayot à Aix-la-Chapelle qui nous disait « Allez, on y croit, on n'y va pas pour rien et pourquoi pas une médaille de bronze par équipe ?» Est-ce qu'on y croit? Si on n'y pensait pas, on ne serait pas là. De toute manière, il faut être complètement fou pour faire ces jeux et aller avec 4 chevaux. C'est déjà difficile avec un. Il faut en avoir 4, il faut en avoir 4 en même temps, 4 au même moment qui sont prêts, les faire aller. Il y a des moments où j'ai eu la chance de faire toutes les disciplines en équitation, puisque je suis au départ cavalier jumping. J'ai fait du complet, j'ai fait dressage, j'ai fait un peu tout. J'ai fait du polo. Je n'ai jamais eu peur à cheval, pourtant je suis fracturé partout. J'ai déjà pissé dans ma culotte en attelage et là on a réellement des grandes craintes. Parce que si les chevaux qui sont devant veulent faire demi-tour, ils reviennent face à vous, on ne peut rien faire. C'est difficile
Et demain, je crois que ce sera un grand moment. Bon, en tout cas, j'espère que personne ne pissera dans sa culotte demain. Merci beaucoup, Félix, de nous avoir parlé un petit peu justement de cette équipe de France. On va se revoir avant la fin de la semaine, bien sûr. Mais on va aussi aborder un autre sujet un peu moins drôle, on va dire. Un peu moins léger. Un peu moins léger, avec ce contrôle positif. Alors, on a 2 chevaux depuis le début de ces Jeux mondiaux qui ont été contrôlés positifs, dont celui de Maxime Livio à cause d'un sédatif. Alors, j'ai noté le nom de la molécule, c'est l'acépromazine. D'abord, docteur, qu'est-ce que c'est? L'acépromazine, c'est un sédatif. Donc, c'est une molécule, un médicament qui est un médicament classé comme ce qu'on appelle les médicaments contrôlés en termes FEI. C'est sur une liste de médicaments qui sont utilisés régulièrement pour les chevaux. Donc il n'y a pas un grand drame derrière ça. Le drame, c'est que c'est évidemment une molécule qui est interdite dans le cadre d'une compétition. Et bien évidemment, quand elle est trouvée sur un cheval qui a parcouru une telle épreuve, ça pose un souci majeur. Et le cheval doit être disqualifié, fonction évidemment des résultats finaux. Alors, on parle d'un contrôle, ce n'est pas du dopage, c'est différent. Alors, on est dans le contrôle antidopage. Donc la molécule est censée être dopante dans la mesure où elle est censée améliorer la performance. Un sédatif, c'est quelque chose qui endort, c'est quelque chose qui va amoindrir éventuellement les performances dans certains cas. C'est très surprenant de trouver une molécule comme celle-ci, même si elle est très utilisée, comme j'ai dit auparavant, dans notre médecine vétérinaire du quotidien. Donc je pense évidemment, comme ça a été déjà présenté par la presse, qu'il y aura un échantillon B qui va être analysé, donc le deuxième échantillon qui a été pris. Et nous allons voir le résultat, mais c'est vrai qu'il y aura une enquête sûrement derrière tout cela. Pour l'instant, ce qui est très triste, c'est que la FEI fait d'énormes efforts. On n'a pas eu de cas positifs ni aux Jeux mondiaux de 2010, ni aux Jeux olympiques de Londres. Donc c'est beaucoup de tristesse derrière cet événement pour les 2 cas, en particulier pour celui qui est français, bien sûr, quand on est franco ici et très cabotin. Ce que je pense, c'est qu'on a des opportunités aujourd'hui de faire des tests en amont des compétitions. Donc tout le monde prend ses responsabilités, on peut surveiller les chevaux pendant les entraînements, avant d'arriver à de tels événements. Donc c'est plutôt beaucoup de tristesse ce soir. Beaucoup de tristesse, pardon Angèle, juste pour rebondir par rapport à ce que le docteur vient de dire, je vous propose qu'on écoute Maxime, peut-être qu'on a réussi à joindre par téléphone, puisque lui était complètement abasourdi, d'après ce qu'il nous a dit lors de cette interview téléphonique. On l'écoute, on revient juste après. On est toute l'équipe et moi-même complètement abasourdi par la nouvelle qui est incompréhensible. Le cheval a été contrôlé plusieurs fois cette année, l'année dernière. Par souci d'honnêteté et pour prouver notre bonne foi, j'ai emmené Calao refaire des examens cet après-midi. Je vais envoyer tous les produits qui ont pu être utilisés pour lui toute l'année pour des contrôles et vérifier que la faute ne vient pas d'une négligence de notre part. Si cela est le cas, on va vraiment se battre pour prouver notre bonne foi et pour sauver notre réputation. C'est la molécule qui est la plus connue, la plus recherchée, la plus facile à trouver. Donc si quand bien même j'avais voulu aider mon cheval à être plus performant, j'espère que j'aurais été plus intelligent que ça. En tout cas voilà, c'est vraiment quelque chose d'incompréhensible et je pense qu'il faut que la vérité se fasse sur cette affaire-là. Alors, acte de malveillance, c'est ce que dit Maxime Livio, qui est déjà très soutenu par beaucoup de personnes. C'est ce que dit aussi la fédération, qui veut bien croire en Maxime. Il y aura forcément des enquêtes qui seront faites, évidemment, là-dessus, même si la fédération s'est aussi exprimée en disant que, de toute façon, elle attendait que toute la vérité soit faite et que chaque cavalier est responsable de son cheval. Docteur ? C'est la loi de ce sport. La personne responsable est le cavalier. La petite nuance est en voltige, on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a le voltigeur quand il est majeur, sinon le longeur. En l'occurrence, pour le cas de Maxime, comme il a très bien dit, c'est une molécule qui est presque trop connue, trop banale. C'est vrai que c'est surprenant. J'espère qu'il y aura effectivement une grande lumière sur ce cas qui est encore une fois très malheureux, très triste. Tout ce que je pense aussi, c'est que c'est encore une fois... Au niveau des jeux, il faut savoir qu'aujourd'hui, on faisait toujours dans l'année environ 5% de tests. Aujourd'hui, la FEI a poussé à avoir jusqu'à 25% de chevaux testés. C'est énorme.
Donc on est encore dans une politique où on veut vraiment faire attention et protéger le cheval au maximum. J'espère uniquement qu'on pourra avoir vraiment une belle issue, mais c'est bien sûr un cas assez embêtant. Alors, le premier test a été fait vendredi dernier, on a eu les résultats aujourd'hui. Pour le second, ça ira plus rapidement. Quand est-ce qu'on aura Pour le second, c'est à partir du moment où ils vont déjà demander officiellement l'échantillon B. Le premier test, le cheval a couru vendredi. Il a été testé à 11 h. Vous voyez que les résultats ont été quand même assez rapides. Et c'est aussi une volonté de la FEI, c'est d'avoir tout de suite une transparence parfaite sur l'ensemble des résultats. Ça va très vite, hein, beaucoup plus vite qu'avant. Très très vite, oui, très vite. C'est comme les radars quand vous allez vite sur l'autoroute, ça va un peu trop vite. Voilà. Il y a aussi des conséquences, évidemment, pour l'instant, puisque ça va passer après enquête. Il y aura une décision de prise, mais l'équipe de France pourrait se retrouver disqualifiée et perdre aussi sa qualification pour Rio. Donc c'est assez lourd de conséquences. Tout le clan français est évidemment peiné ce soir. On a dit il y a beaucoup de contrôles, il y en aura encore jusqu'à la fin. Ah, tout à fait. Vous avez des statistiques qui ont été publiées par la FEI récemment. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, dans ces cas malheureux, on est monté jusqu'à 28% de contrôle. En endurance. Donc, alors en endurance 28, 26 en complet, 21% en dressage, c'est important. C'est aussi pour marquer le coup et je pense qu'il y a une volonté significative d'assainir le sport. Malheureusement, certains ne passent pas entre les mailles du filet. C'est tout ce qu'on espère, en tout cas, que l'on continue avec un sport propre et on vous tiendra au courant dans la mesure du possible, en tout cas avant la fin de la semaine, des éventuels rebondissements. Merci beaucoup, docteur, d'être venu nous voir. Merci beaucoup, Félix. Merci, à demain sur le marathon. Certainement. On se lève tôt demain. 6 h dans les obstacles. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a le temps d'envoyer les selfies en régie? Oui. Allez, on finit quand même avec des sourires. Les selfies tout de suite, parce qu'on est un petit peu en retard. Les selfies avec cette équipe de France de voltige. D'abord, les écuries de la Cigogne, avec Cédric Cotin, leur entraîneur, Gerko Schröder, médaille d'or hier par équipe en saut d'obstacle, avec toute une série de journalistes qui lui ont couru après en salle de presse à la conférence. L'équipe de France de saut d'obstacle cherchait l'erreur. Philippe Guerda n'a plus de lunettes, Patrice Delaveau lui a volé. On a bien fait la fête chez les cavaliers de saut d'obstacle. La voltige, encore une fois, qui se déguise en cavalier de reining à la voltige, qui est ce soir au Zénith, bien sûr, avec peut-être une nouvelle médaille pour la France, avec l'équipe de France de voltige. Et puis bon, celle-là, vous l'avez presque vue, c'était les coulisses de l'émission il y a quelques jours. Et nos copines qui sont sur le stand de l'Éperon dans le village des Jeux. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Merci Angèle. Un petit programme rapidement pour demain. Petit programme, le marathon, donc en attelage demain à la Prairie dès 9 h 30. Le saut d'obstacle, les 30 meilleurs, prennent le départ à 13 h 25 dans le stade d'Ordano. Et puis une démonstration de polo à Deauville, c'est à 14 h. Alors pas de médaille demain, mais on aura des médaillés sur le plateau avec les voltigeurs. Bonne soirée Angèle. Bonsoir Mélie. À demain, ciao à tous. Des jeux et débats, c'est demain à 19 h sur Cavadeos et Normandie TV. Ciao.